Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais J'ai être... toujours eu envie Petit, je voulais être... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le sens de la formule. En mode entrée, plat, dessert. Entrée par la petite porte, plaquant tout pour apprendre, des certitudes pour faire avancer les autres. Voilà une des innombrables recettes d'un homme pas comme les autres. Alors non, plus besoin de présenter ce pionnier de la cuisine moléculaire, plus besoin de présenter ce chef cuisinier doublement étoilé, plus besoin non plus de présenter ce chef d'entreprise clairement engagé. Mais qui, oui, qui connaît l'enfance de ce Titi parisien ? Qui connaît les 100 vies de celui qui redonne envie, de celui qui fonda Cuisine Mode d'Emploi, école de la réinsertion en mode culinaire et gratuit ? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Thierry Marx. Bonjour Thierry. Bonjour. Et surtout merci. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté d'être un enfant d'Allons Enfants. Oui, ça fait partie, parce qu'à Allons Enfants, il y a une dynamique positive et d'aller de l'avant, donc ça correspond bien, je pense, à ce que j'essaie de véhiculer et de diffuser. Et en même temps, Allons Enfants, je pense que ça a bercé ma petite enfance, ma préadolescence et mon adolescence, quoi, finalement. D'aller de l'avant et de considérer qu'on devait être un, et en même temps solitaire et solidaire d'un groupe, des autres. Donc Allons Enfants, ça sonne bien. Ouais, c'est vrai. Alors on va commencer par le commencement, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 19 septembre 1959, c'était un samedi, c'était dans le 20e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire autre chose sur le jour de votre naissance ? C'est toujours difficile de parler de son jour de naissance. Ma mère était... seul à Paris, mon père était mobilisé en Algérie à l'époque, et donc voilà, donc je pense que ça a été un peu le branle-bas de combat d'une maman assez isolée quand même finalement, et puis qui a su faire face tout de suite, très tôt, s'organiser avec un enfant à la maison. Donc alors évidemment, on n'a jamais de souvenir de ces moments-là, mais en même temps, je pense que c'est des moments qui ont... imprégné probablement des traits de caractère qui venaient de ma maman et de cette naissance rue du Groupe Manoukian, quoi, finalement, terre de résistance, et puis l'hôpital Thonon était juste à côté. Voilà, c'est parti comme ça. Je trouve que c'était un premier bon socle. Thierry, c'est votre prénom. Est-ce que vous avez une idée de la motivation, de la raison pour laquelle vos parents l'ont choisi ? Je sais pas du tout. Je pense que c'était un prénom à la mode. Il y avait une série télévisée. Je sais pas si ça avait une corrélation avec ça, mais il y a des tendances de prénoms comme ça qui font recette. Thierry en probablement fait partie, et ma mère a trouvé ce prénom pratique. Moi, je le trouvais un peu long à écrire. J'aurais aimé qu'il y ait un R en moins, mais non. Mon grand-père c'était Marcel, mon père c'était Jean-Claude. Donc Thierry, elle a fait la synthèse des deux. C'est pas mal. Alors maintenant, on va replanter le décor, d'accord ? Ah oui, avec plaisir. Vous êtes né en 1959, ouais. Une année qui commence très fort. Dès le 1er janvier, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. 8 jours plus tard, le général de Gaulle devient officiellement le premier président de la Ve République. Un président qui d'ailleurs, 3 jours avant votre naissance, proclame le droit des Algériens à l'autodétermination. Pendant ce temps-là, Annecy voit naître sa première enseigne Carrefour et le guide Michelin s'étend jusqu'au Luxembourg. Côté sport, le Stade de Reims s'incline encore une fois contre le Real Madrid en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, alors que le boxeur américain Sugar Ray Robinson est lui toujours champion du monde des poids moyens. Enfin, c'est bien en 1959 qu'Édith Piaf chante Milord, pendant que François Truffaut, lui, réalise Les 400 coups, un premier film en hommage à son enfance parisienne. Est-ce que vous pensez que l'un de ces événements a plus particulièrement marqué vos parents ? Oui, les événements, l'autodétermination de l'Algérie. Mon père était mobilisé en Algérie, il pensait revenir très tôt, puis finalement il fera 36 mois dans le Djebel là-bas. Donc je pense que ça a beaucoup influencé l'inquiétude de ses parents. Les parents de mon père qui devaient s'inquiéter de leur fils en Algérie, et ma mère qui était seule en attendant mon père. Je pense que ça a marqué les esprits, et puis il y avait quand même un courant politique qui
qui était assez présent chez mon grand-père, au 140 000 Montants, et l'arrivée de Castro au pouvoir, d'un monde communiste, d'une révolution. Finalement, je ne sais pas comment ça a été pris à l'époque, mais je trouve que le fantasme Che Guevaresque vit encore très bien et que beaucoup de gens encore aujourd'hui au XXIe siècle se voient dans ce fantasme Che Guevaresque. C'était quand même qu'une révolution et qui n'a pas forcément été une révolution comme toutes les révolutions, une révolution douce. Alors on va aborder votre famille, comme vous l'avez déjà fait d'ailleurs, et on va parler de ce nom de famille, Marx, qui est quand même un nom particulier, un nom singulier. Concernant votre famille, ce sont des origines juives polonaises. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que mon grand-père est arrivé très jeune en France. Il y avait beaucoup de mineurs qui étaient recrutés à cette époque-là, qui arrivaient de Pologne. Et mon grand-père était pas du tout là. Le père de mon grand-père était pas du tout là-dedans. Il convoyait des péniches sur les canaux avec des chevaux de halage. Et mon grand-père suivait. Son père est décédé très jeune et mon grand-père a suivi une formation de maréchal ferrant. Et puis ensuite, la guerre de 14, on a fait un Français. Voilà, il a été très fier de ça, d'avoir servi la France, d'avoir évité la mine aussi, parce que il avait quand même l'univers de la Pologne, de ces gens qui avaient travaillé à la mine ou qui travaillaient à la mine, pour faire un mauvais jeu de mots assez noir. Et lui a adoré... jusqu'à la fin de sa vie, la France, la République française, très fier de son certificat d'études, et puis de ce qu'il a pu faire pour la France, et ce que la France, finalement, lui a permis de faire. Vous dites même, il répétait qu'il voulait être plus français qu'un Français. Ah oui, non, bien sûr, il n'y avait pas d'autres mots que le français, il n'y avait pas d'autres études que du livre français, il y avait cette volonté d'en découdre aussi, parce qu'il avait été inscrit au Parti communiste jusqu'en 1954, il était, ce qui lui a valu d'ailleurs des ennuis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas de certificat de baptême et inscrit au Parti communiste, ça faisait beaucoup pour un seul homme. Et son frère d'ailleurs avait vécu la déportation, or que lui a réussi à s'enfuir jusqu'à dans le sud-ouest. Mais oui, non, c'était un personnage assez complet dans ses motivations de l'époque, mais en même temps sa fierté d'être français, de reconnaître cette capacité. Il avait une phrase qui va résumer tout ce que je pourrais dire. Il disait, il faut qu'un ouvrier qualifié rêve d'être contremaître et qu'un contremaître rêve d'être patron. Donc, il disait, c'est à peu près ça l'escalier social. Et je pense qu'il a encore raison, il aurait encore raison aujourd'hui. On dit un ouvrier qualifié, on dirait aujourd'hui un cadre et qu'un cadre devienne chef d'entreprise. Mais il considérait que la République française lui permettait ça. Et qu'il pouvait être en opposition avec une forme de capitalisme un peu asservissant, qui pouvait contester cela. Il l'a fait jusqu'en 1954, et puis finalement, après, il est devenu à son tour contremaître et chef d'entreprise. Il était associé dans une entreprise de chauffage. Et ce qui a fait de lui toujours quelqu'un attaché à des valeurs et à l'entraide, mais en même temps, qui disait à un moment donné, il faut se prendre en main. Et il disait un truc terrible, il disait il fallait être gonflé pour être communiste à 18 ans, con pour l'être encore à 30 ans. Il a aussi, au sens noble du terme, il vous a inculqué le rapport au sport, au combat, et c'était un grand amateur de boxe. Ah oui, c'était un grand amateur de boxe. Alors, il était très admiratif de la boxe anglaise, mais il était pratiquant de boxe française. Il faisait ce qu'on appelle de l'ABF, de la savate, et jusqu'à 75, 76 ans, il continuait à aller à la salle, je sais pas... s'il s'entraînait vraiment, si c'était pour voir les copains ou quoi que ce soit. Mais il y avait cette volonté toujours de maintenir la condition physique. Alors, il y avait une grande astuce, ça me faisait marrer à chaque fois. Dès qu'il voulait m'emmener sur un chantier, couper du bois, déblayer des trucs, il disait « Non, mais c'est le même entraînement que Georges Carpentier contre Dempsey. » Donc j'y allais, j'y croyais dur comme fer que de scier du bois et de remonter des sacs de ciment, ça pouvait me rendre plus fort et plus musclé. Votre grand-mère, elle a aussi un rôle important, c'est aussi une figure forte dans votre prime enfance. Oui, non, c'était une figure forte avec peu de voix, parce que c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, elle était toujours dans la discrétion absolue, mais dès qu'elle prenait la parole, c'était des mots qui tombaient juste et fermes. Elle avait ce principe-là, et donc c'était une femme qui était vraiment, moi j'ai adoré ma grand-mère, et je l'adore encore, mais elle était vraiment à l'écoute, elle voulait un petit garçon modèle. Ce
que j'étais pas forcément, mais en tout cas, elle a tout fait pour que je sois un garçon modèle, jusqu'à me mettre de l'eau de Cologne dans les cheveux pour aller à l'école, pour avoir l'air d'un petit gosse bien sous tout rapport, les maillots qui allaient bien, les chaussures cirées, le bol de café avant de partir, tout ça s'était réglé comme du papier à musique. Elle était dans cette envie, elle qui avait une enfance terrifiante, une vie d'adulte, début d'adulte très terrifiante aussi, parce qu'elle perd son premier mari à Verdun et elle perd un de ses enfants assez rapidement derrière. Donc des vies assez lourdes et assez pesantes, et en même temps, elle avait, je pense, misé un petit peu sur moi pour essayer d'être un... D'ailleurs, elle me le disait, elle me disait non, mais il faut que tu ailles à l'école parce que les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Il faut que tu apprennes à lire, à écrire, à compter, parce que comme ça, on ne volera pas. Et elle, c'est sa grande crainte de ne pas savoir compter sa monnaie, de ne pas savoir relire un papier de l'administration. Et en même temps, que ce soit mon grand-père ou ma grand-mère, même mes parents d'ailleurs, des exemples de courage hallucinants. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu les dernières heures de ma grand-mère et de mon grand-père, et... ils ont arrêté leur vie comme on débranche le grille-pain, quoi. En disant, c'est fini, j'arrête. Je pense que à l'heure où on parle d'acharnement thérapeutique ou d'euthanasie, même par moments, ou de choses assez brutales, eux avaient cette dire, non, c'est fini, je veux pas aller plus loin et j'arrête. Et moi, j'entends ces mots encore comme si c'était hier, quoi. Et ça m'a donné aussi beaucoup de force dans la vie. Pareil pour ma mère et mon père, hein, c'est-à-dire que ne jamais chercher le bouc émissaire, ne jamais faire porter la responsabilité à l'autre. On a notre part de responsabilité, on est un, et on regarde devant soi. Et ça fait partie des enseignements de cette famille, voilà, une famille qui parle peu, une famille qui ne s'épanche pas, on n'est jamais malade, on ne parle pas de ses faiblesses, un garçon ça pleure pas, tout ça c'est des schémas de l'époque, mais je pense que je les regrette pas, ces schémas, parce que effectivement, ça m'a largement évité d'aller chercher la responsabilité chez les autres, ou une excuse ou un alibi parce que mon extraction sociale ou parce que le quartier. Et ça fait quand même un cadre éducationnel qui va vous faire vous épanouir finalement en tant qu'homme. Je leur dois ça, donc grand-mère, grand-père, ma mère, pareil, c'était un modèle de travail et de discrétion, et en même temps de m'apprendre à devenir un homme libre et autonome très tôt. Un garçon, c'est libre et autonome très tôt, ça c'est voilà. Donc très tôt, je vais apprendre à déambuler dans les rues seul, pour m'apprendre à traverser la rue au bon endroit, et c'est ça. Donc vraiment chercher à faire des gamins autonomes et qui prennent leurs responsabilités, et surtout qui savent aussi par cette autonomie se protéger. Alors, il y a un autre aspect que votre grand-mère vous a inculqué, sur lequel elle a insisté, c'est cette haine de l'alcool. C'est vous qui le mentionnez comme ça. Oui. Quand on sait le chef que vous êtes devenu et le rapport aussi à l'alcool, mais au bon sens du terme, comment est-ce qu'on fait justement le distinguo ? C'est compliqué parce que je pense qu'effectivement, là, ça a laissé plutôt des traces, évidemment, dans mon éducation. C'est-à-dire que ma grand-mère avait vu les ravages de l'alcool chez ses frères, les ravages de l'absinthe, les ravages d'énormément de choses. En plus, tous ses frères avaient combattu en 14, certains étaient restés invalides. Ils faisaient partie d'ailleurs de ces gueules cassées. Donc ça échappe à beaucoup de gens maintenant, mais c'était vraiment des garçons qui avaient été marqués par la guerre de 14 et qui, pour certains, avaient sombré dans de la violence, dans de la violence liée à l'alcoolisme et à cette addiction à l'alcoolisme. Donc ma grand-mère ne faisait pas rentrer de vin, d'alcool à la maison. Il y avait vraiment cette frontière qui était maintenue, et l'alcool rentrait une fois par an pour la fête de fin d'année, mais pas plus. Sa grande hantise, c'était que je sombre un jour là-dedans. Donc on n'entretenait pas cette relation à l'alcool. Alors évidemment, après, quand vous êtes chef, que vous avez envie de parler de vin, que vous avez envie de parler de grands alcools, eh bien vous apprenez à les goûter autrement. J'ai eu la chance de beaucoup travailler dans le Médoc, et j'ai appris la dégustation, j'ai appris à ne pas boire l'alcool, mais à le sentir, le déguster sans le boire, et ce qui m'a permis de pouvoir faire mon métier, et de faire mon métier de façon très honnête, en parlant d'un cru classé ou en parlant d'un
d'alcool avec beaucoup de conviction parce que j'ai appris à le déguster autrement qu'en le buvant. Mais c'est vrai que c'était la peur de l'addiction, et quand on voit ce que l'addiction faisait dans nos quartiers, quand vous parlez des années 60, 70, il y a des gens qui avaient de véritables addictions à l'alcool. Après, c'est d'autres addictions qui sont arrivées dans nos quartiers, beaucoup plus tard d'ailleurs, mais avec les mêmes dégâts. Donc, je pense ce qu'elle craignait, c'était l'addiction à quelque chose qui fasse qu'on perde son autonomie et sa liberté de décision. Alors, vous parlez de ces fêtes de fin d'année, cette unique fois où l'alcool pouvait rentrer dans le foyer. Ces origines juives polonaises, ce décor, cette tradition juive ashkénaze, est-ce qu'elle existait malgré tout chez vous ? Pas du tout, c'était une famille extrêmement laïque, recomposée dans plusieurs religions. C'est-à-dire que mon grand-père arrive, on le subodore comme ça, évidemment d'Europe de l'Est, et on lui prête tout de suite une religion en particulier. Mais pour ma grand-mère, c'était pas du tout ça. Ma grand-mère arrivait plutôt du centre de la France, de la Guerche, d'un monde très rural, plutôt très catholique. Et c'était aussi une époque où il fallait hybrider les religions pour être tranquille. Donc beaucoup de ces personnes ne souhaitaient pas parler de leur religion, soit elles en cherchaient une qui leur semblait être plus convenable pour être acceptées et intégrées. Donc on connaît les mécanismes et on laissait croire qu'on était catholique et on parlait pas du judaïsme, ou le judaïsme, il fallait l'effleurer mais à peine, alors qu'il y avait une partie de la famille qui était restée quand même dans le judaïsme. Donc il n'y avait pas de conflit avec ça. Ma famille ressemblait vraiment à Belleville-Ménilmontant, quoi. Je veux dire que Belleville, c'était un quartier de la diversité, c'est toujours un quartier de la diversité. On avait des gens qui arrivaient du Maghreb, on avait des gens qui arrivaient d'Afrique noire, on avait des gens qui arrivaient d'Asie du Sud-Est. Et à chaque fois que ces gens-là s'engueulaient, ils s'engueulaient pas pour des principes de religieux. Ils s'engueulaient parce qu'ils gagnaient ou ils perdaient au domino. C'était ça. Les engueulots au bistrot, c'était ou le 4-21 ou les dominos. Et dans le bas de Belleville, c'était ça l'histoire. Et puis après, pour l'enfant que j'étais dans ce quartier, j'avais la chance d'habiter les Hauts de Ménilmontant. Et donc, pour voyager, c'était très simple. Il fallait descendre dans les bas de Ménilmontant. Et quand on arrivait à l'angle du boulevard de Ménilmontant, eh bien, on était un petit peu en Afrique, un petit peu au Maghreb, un petit peu en Tunisie. Puis, très rapidement, on est arrivé au Cambodge, au Laos et puis en Chine. Donc, c'était la magie. Alors, pour aller encore dans le plus coloré, on allait aussi, après, à la porte de Montreuil. Et là, on avait une énorme communauté africaine qui était là, plutôt malienne. Et voilà, c'était nos copains, on n'a pas tartiné de la diversité, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fait un élément de langage qui fait très chic dans le 6e arrondissement. On vivait ensemble, on se posait pas de problème. Je pense que ce qui nous a séparés dans ces quartiers, c'est le jour où la ville de Paris a construit des HLM en grande banlieue, en grande périphérie, et là, finalement, on nous a séparés. Et là, on a essayé de faire une cote mal taillé de la diversité, donc entre des gens qui étaient plutôt d'origine rurale française, des gens qui étaient d'origine d'Europe de l'Est, et puis des Italiens, et puis les Portugais, et puis les gens issus du Maghreb et de la communauté africaine. Et là, on a mis des quartiers plutôt comme ci ou plutôt comme ça. C'est là où on a perdu, je pense, à un moment donné, le fil de la richesse de la diversité. Parce que la diversité dans le bas de Ménilmontant, ça posait de problème à personne. Alors franchement, c'était au contraire, on partait en vacances dans la demi-journée en descendant la rue Ménilmontant et en regardant, moi, quand mon grand-père achetait du riz chez un traiteur qu'il appelait indo-chinois, parce qu'il pensait qu'il était en gros un traiteur plutôt vietnamien ou cambodgien, il disait c'est bon ce qu'ils font ces gens-là. Donc il y avait une façon de s'intégrer aussi par l'alimentation, par la bouche, et d'animer le lien de confiance qui est lié à l'alimentation. C'est-à-dire que quand nous on se rappelle tous des juifs thunes, et le juif thune c'était le gros pain avec du thon, des olives, une sauce piquante et un énorme piment au milieu, et la grande farce c'était de tomber malencontreusement sur ce piment vert. Et voilà, et quand je parle avec des copains aujourd'hui, ils me disent, non, mais on n'est plus à Belleville, maintenant on est dans le 17e. Mais il y avait une progression sociale dans ces quartiers qui était là, qui était présente, et finalement, peu importe le pays d'où vous arriviez, la richesse, elle était partagée de par la diversité, de cette volonté de monter dans la hiérarchie sociale. C'est vraiment après que dans ces quartiers qu'on a appelés HLM, que moi j'appellerais plutôt habitation à loyer modéré, mais on peut dire à humanité modérée, quoi. Je veux dire, on avait là ces grands ensembles, ces 3000, 4000 logements, et puis finalement,
tout ça s'est déséquilibré et que la diversité à ce moment-là, eh bien, on la vivait plus comme quelque chose de positif. Quand je quitte la cité dans les années 80, et quand je vais y revenir dans les années 90-2000, c'est plus la même cité, quoi. Juste pour revenir sur ce quartier et ces hauteurs de Ménilmontant, justement, c'est quoi votre madeleine culinaire de l'époque ? Ah, c'est Ganacho, c'est la boulangerie Ganacho, parce que c'est la boulangerie qui me semble être la boulangerie qui est bonne. Il y a d'autres boulangeries autour qui sont tombées dans le piège du pain pas terrible, du pain pas cher, mais du pain pas terrible. Et là, il y a un monsieur, je me souviens très très bien de son visage, parce que je l'ai rencontré, y compris il y a encore quelques années avant qu'il nous quitte. Il y a un monsieur fort et fier de son savoir-faire, qui démontre qu'avec un pain chauffé au bois, il peut faire des choses extraordinaires et qu'il n'a pas besoin de se laisser donner de leçons par un État français qui a figé le prix du pain. Donc il va créer la Ghana. Donc c'est vraiment un chef et un chef d'entreprise. Et je pense que ça a été un rôle modèle dans ce quartier pour moi. Mais pour beaucoup d'autres gens, alors c'était plutôt le pain du dimanche, c'était un pain qui coûtait un certain prix, mais il y avait tout, on cachait rien, on voyait les ouvriers boulangers travailler, on les voyait mettre au four, et Bernard Ganacho avait la bonne intelligence il avait un laboratoire, son fournil était là, on supervisait un peu la cour, ce qu'on appelait nous la cour du haut, où il y avait quand même quelques échanges commerciaux qui étaient qui n'était pas forcément tolérable par les administrations de police. Et il regardait pas trop ce qui se passait. Mais en même temps, il attendait que ces mêmes personnes qui avaient des échanges commerciaux pas terribles ne viennent pas l'embêter dans son commerce. Et finalement, tout le monde vivait bien un petit peu comme ça, quoi. Est-ce que c'est là, consciemment ou inconsciemment, qu'est née peut-être votre vie professionnelle future? Ah oui, non, mais c'est clair. Oui. Non, mais d'ailleurs, quand ça dérape un peu dans le quartier des Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Je vais revenir sur Paris chez mes grands-parents et là, effectivement, j'ai 14 ans, je sais pas quoi faire. L'apprentissage est là, sous-jacent, et c'est ma grand-mère qui va se rappeler que je voulais être cuisinier pâtissier sur un bateau, ce qui veut absolument rien dire. Sur un bateau, ça veut dire que je voulais quand même foutre le camp. De ces c'est quartiers. vous qui lui avez dit? Ah oui, je lui avais dit ça quand j'étais gamin, ouais, elle s'en est rappelée. Et du coup, elle n'a eu de cesse que de chercher un apprentissage pour moi. Et c'est mon grand-père qui a eu l'idée des compagnons des devoirs et de la formation chez les compagnons des devoirs. Mais ma grand-mère m'avait cherché un job dans un petit restaurant rue Montmartre, chez un tripier, c'était pas terrible. Et puis est arrivée la pâtisserie, j'adorais ça, j'adorais dessiner des gâteaux. Je trouvais que le côté artistique de la pâtisserie m'animait beaucoup et je suis rentré en apprentissage. Mais bien sûr que de passer régulièrement devant la boutique de Bernard Ganacho a été, à mon avis, une semence bénéfique dans mon... D'ailleurs, j'ai repris aujourd'hui des boulangeries. Ce que j'aimais dans la boulangerie aussi, c'est que la boulangerie et les horaires de la boulangerie ou de la pâtisserie me laissaient du temps pour continuer à faire du judo. Et donc voilà, donc on se levait tôt, on finissait tôt dans la journée. On allait dormir 2 heures et puis on pouvait retourner à l'entraînement. Donc c'était, je trouvais que la dynamique fonctionnait bien. Ouais. Alors on a évoqué évidemment Ménilmontant et puis le départ, ce premier déménagement, comme vous le dites, à Champigny-sur-Marne, à la cité du Bois-l'Abbé. Là, c'est plus vraiment la même ratatouille, quoi. C'est plus la même ratatouille parce que d'abord, on quitte un appartement très petit. Sans confort d'ailleurs, vraiment sans confort, tout le monde fait sa toilette dans la cuisine, c'est le truc. Donc on arrive dans un appartement qui est juste incroyable, il y a 2 salles de bain, il y a plus de 100 mètres carrés, une cuisine énorme. Et là, pour mes parents, c'est un peu, vraiment socialement, ils se disent, ah ouais, quand même, là c'est un vrai bel appart, il y a des pelouses, il y a des gardiens... Tout ça fonctionne très bien, mais là, ça va se dégrader très vite. On est très loin de tout. C'est-à-dire que pour aller à Champigny-sur-Marne, c'est le métro, 2 changements dans le métro, aller jusqu'à Joinville-le-Pont, prendre 4 bus et puis aller dans la cité. Et une fois qu'on est dans la cité, il y a bien une maison des jeunes de la culture qui s'appelle Malraux. Personne ne sait qui c'est, mais... Et voilà, on ne sait pas quoi y faire. Il y a bien une malheureuse table de ping-pong et ça. Donc ça se dégrade très très vite.
Évidemment, la scolarité se dégrade très vite parce qu'autant on comprenait le sens de la scolarité en primaire à l'école Pelleport ou à l'école Olivier Métra, mais que tout de suite au collège, on comprend pas le sens de ce qu'on nous demande. Et donc, ça veut dire tout de suite classe parking, quoi, classe de transition, sans projet, en nous proposant d'aller travailler à l'usine, quoi, en gros. Et donc là, votre adolescence, elle prend une tournure. L'adolescence, elle prend une tournure compliquée parce que elle nous projette sur le monde des adultes, en disant t'es pas assez bon élève pour rester un ado, quoi. En gros, le schéma que je ressens à cette époque-là, c'est de dire grouille-toi de devenir un plus dur, moins malléable, il va falloir en découdre. En gros, je comprends qu'il va falloir en découdre, et en découdre avec la vie, en découdre avec un système que je comprends plus, qui est le système de la scolarité. Je suis mauvais partout, donc on me met dans une classe de transition, mais il n'y a pas de projet dans cette classe de transition. Au mieux, on va me reposer un CAP de mécanique générale, sans savoir si ça m'intéresse ou pas. Et moi, je n'ai de soif que d'aventure, que de quitter le quartier, que de m'enfuir de ce quartier que je comprends pas. Et pourquoi on nous a exclus de Paris. Vous avez quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez vous, c'est ce sens de la formule. Et vous dites, c'est un endroit dans lequel le présent n'avait pas d'avenir. Oui, complètement. C'est un endroit où le présent n'avait pas d'avenir. Et l'avenir de mes parents se jouait pas sur leur épanouissement professionnel, mais sur l'idée comment on pouvait faire pour quitter absolument ce type de quartier. Et ce qu'ils ont réussi à faire en s'éloignant, mais à des centaines de kilomètres pour y arriver. Et moi, je n'avais de cesse que de trouver une solution pour quitter le quartier. Coup de chance, il y a quand on reste positif, il y a de la chance. C'est-à-dire que je vais pas croiser l'univers d'une scolarité épanouissante, mais je vais croiser l'univers d'un sport épanouissant. Et le judo, la boxe, c'est des sports pas chers. On peut reprocher beaucoup de choses à ce qu'on a appelé les banlieues rouges, mais le sport était gratuit. Donc, j'allais quasiment au judo gratuitement. Les licences étaient prises par le club. Ça coûtait pas grand-chose. Et la boxe au ring montreuillois, c'était à peu près la même chose. Donc là, je pratiquais et en même temps, j'étais en train de m'inventer des icônes, une vie, être solide, être espèce de samouraï ultime comme ça, qui pourrait affronter tout ce qui pourrait lui arriver dans la vie. Donc je commence à me bâtir une carrure, une ossature. On est 4 copains à pratiquer dans les mêmes disciplines et à choisir aussi l'apprentissage ensuite. Donc on va se construire une espèce de micro-communauté de 4 types. Et cette micro-communauté va nous empêcher d'être sollicités par une plus grosse communauté qui commence à essayer de nous entraîner dans des choses pas terribles. Alors on va s'inventer des vies, on va vouloir être cascadeur, on va aller solliciter Rémi Julienne, et là, ce qui nous a quittés il y a pas longtemps, là, j'ai pas pu aller à son dernier voyage, mais j'étais invité et ça m'a beaucoup touché parce que voilà, on rêvait d'être cascadeur, on avait des vies comme ça liées au sport, liées à sortir du quartier. Et on avait l'autoroute qui était en train de se construire, qui s'appelait l'autoroute de Nancy-Metz, qui passait dans la cité des Boulereaux. Et nous, c'était nos premières pistes de cascade, nos premières pistes de bécane. Donc on se construit avec 4 copains un monde comme ça, et on va s'auto-protéger. J'ai un copain qui était lutteur, l'autre qui était dans l'athlétisme, un autre qui était boxeur, et moi j'étais judoka. Et on s'auto-protégeait comme ça en s'inventant une vie de samouraï glorieux, mais c'était surtout par la trouille qu'on avait aussi de déambuler dans ces quartiers et qu'on soit piégé finalement par une petite délinquance qui commençait à être sous-jacente dans ces quartiers. Et là, arrive le moment où justement, vous allez partir avec une belle aventure qui est cette aventure des Compagnons du Devoir. Oui, retour à Paris. Vous avez 18, 19 ans ? Non, même pas, non. Moi, je rentre chez les Compagnons des Devoirs, j'ai 15 ans. Je vais découvrir une autre vie, des adultes heureux, positifs. Positifs parce qu'ils sont très très fiers de leurs connaissances, de leurs compétences, ce qui fait d'eux des hommes libres, totalement libres. Pas assignés à une extraction sociale, pas assignés à une forme de compétition. La motivation et le travail bien fait. Et le salaire honnête ou repos. J'avais lu ça sur le carnet de Tour de France d'un ancien. Il disait « salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie ». Et donc, il me disait toujours « on est l'élite du monde ouvrier ». Et nous qui avions grandi dans des cités ouvrières,
bien qu'on nous reconnaisse en tant qu'élite du monde ouvrier et qu'on nous reconnaisse une valeur ajoutée, eh bien, ça me rendait assez fier de l'appartenance. Et je leur dois encore ça, et je leur dois énormément de respect pour ce qu'ils ont pu me transmettre, de valeur, de faire en sorte que l'homme soit droit dans la rectitude de ses choix, seul et droit, mais en même temps, ça fait des hommes à angle droit. C'est-à-dire que on est solitaire et on est une personne, mais on est solitaire et solidaire. Donc cette verticalité de la solitude est intéressante, et c'est eux qui vont commencer à me donner ce schéma-là, et en même temps, on est solitaire, bien sûr, mais on est solidaire. On va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et ça, c'est un peu ce que diffuse en permanence cette formation chez les compagnons de devoir, qui n'est pas une mise en conformité de quelqu'un, qui est simplement de faire partager une passion métier, et de reconnaître que l'apprentissage, comme je viens de l'évoquer, n'est pas une mise en conformité, mais c'est apprendre auprès d'eux, auprès de quelqu'un qui vous inspire. Et ça, j'en garde encore, et aujourd'hui, j'essaie de mettre ça en pratique dans des centres de formation qui sont dirigés pour des personnes qui sont des fois éloignées de l'emploi et qui ont simplement une perte de repère, une perte de cap. Et dans ce cap, c'est juste une perte de projet. C'est pas simplement qu'ils balancent du côté de l'ordre ou du désordre. Il faut, pour rester entre l'ordre et le désordre, il faut un cap et donc un projet. On reparlera bien évidemment plus tard des projets, puisque je sais que c'est un mot qui vous tient évidemment à cœur, et puis de cette notion aussi d'apprentissage. Ce Tour de France avec les compagnons, c'est aussi l'opportunité de découvrir ce pays qu'est la France, ses régionalismes, sa diversité, sa gastronomie. Vous vous nourrissez aussi de plein de choses. C'est énorme. Vous découvrez la France, vous découvrez ce que c'est que le Sud-Ouest, vous découvrez ce que c'est que le Béarn, vous découvrez ce que c'est que le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Lot, la région de Nîmes, la Bretagne, le pays nantais, enfin je veux dire, et puis à chaque fois il y a un accueil quasi familial, avec des gens extrêmement bienveillants, des gens simples d'ailleurs qui là aussi vous donnent une formation en vous disant les faits sont les faits et les faits sont pas négociables. On est dur avec les faits et bienveillant avec les gens. Donc ce sens de l'hospitalité, mais en même temps de respecter un certain nombre de règles, fait qu'on se sent accueilli, qu'on se sent aidé, aimé, et que vous découvrez la France, sa richesse, sa diversité, sa richesse des terroirs et des territoires. Donc vous dites, c'est quand même un pays pas mal. Et en même temps, il y avait pour moi, qui était quand même un titi parisien, de voir le monde agricole, de découvrir qu'on faisait plus de travail le dimanche parce qu'il y avait la messe, et la sortie de la messe, on faisait plus de gâteaux. Donc pour nous, la nuit entre le samedi et le dimanche était très intense. Je me souviens de travailler dans des pâtisseries où il fallait, on faisait 200 ou 300 tartes pour les 2 messes. Je crois qu'il y avait 2 messes le dimanche matin, et donc voilà. Donc c'est en même temps de découvrir. Ça me fait penser à une chanson qui avait été réenregistrée, une chanson de Trenet qui avait été réenregistrée par des gens issus justement du Maghreb, et qui était Douce France. Il y avait un parfum de la douceur française, une texture de la douceur française. C'était quand même assez incroyable de garer sa voiture et de laisser les clés sur le contact. J'avais un patron, moi, qui disait non, mais prends la voiture, les clés sont sur le contact. S'il n'y avait pas de voleur, s'il n'y avait rien. C'est pas des choses qu'on pourrait refaire aujourd'hui. Il y avait des mots, mais il y avait des choses à ne pas dépasser. On ne manquait pas de respect à une mère de famille, par exemple. Des petites choses comme ça qui nous paraissent très old school aujourd'hui, mais en même temps qui construisaient le vivre ensemble, et puis qui nous donnaient une attitude de gens honorables, même si on était issus du monde ouvrier. Donc une éducation qui était intéressante et qui fait que aujourd'hui vous pouvez très très bien reprendre ce type de schéma, et avec beaucoup de modernité, que ça aiderait aussi pas mal de gens à se repositionner dans la société. Et puis c'est aussi l'époque où vous obtenez vos premiers diplômes, vos CAP, vos certificats d'aptitude professionnelle, pâtissier, chocolatier, glacier.
Ouais, c'était le même en même temps. Hein. C'était à l'époque, c'est pas comme maintenant. Hein. Alors maintenant, on passe des diplômes différents, mais à l'époque, on passait un CAP de pâtissier, chocolatier, glacier. C'était global, et il fallait faire un petit peu de tout le jour de l'examen. C'était intéressant. Donc, on faisait un peu de pâte feuilletée. Hein. On finissait un gâteau où on le commençait. Il y avait une épreuve comme ça qui nous terrorisait hein, quand même, parce que c'était pas simple. On se disait c'est le jour où on va louper quelque chose. Et vous aviez une petite préférence entre les trois? Ah non. En pâtisserie, j'ai toujours adoré la pâtisserie. Et le dernier poste que j'ai fait en pâtisserie, c'était en glacerie. Et c'est vrai que l'univers aseptisé de la glace, c'était assez intéressant parce qu'il fallait vraiment avoir un tablier hyper propre, des plans de travail totalement à la limite clinique. Et donc, on basculait. C'était la dernière période de l'apprentissage. Et c'était assez intéressant de voir le monde de la glacerie. Ouais. C'est vraiment enthousiasmant. Mais après, non, j'avais pas de préférence. Moi, je rêvais que de faire des beaux gâteaux, et petits ou grands. Et j'étais éduqué, biberonné avec les livres de Turiès. Et c'est les premiers livres que je m'offrais avec mes premiers deniers, d'avoir les 3 volumes de Yves Turiès qui étaient en couleur, avec des recettes extrêmement modernes, un travail sur le sucre, surtout sur le tome 3, et puis les textes de Yves Turiès, qui avait l'audace d'être son propre éditeur, et qui avait son propre cheminement de la vente de ses livres. C'est un monsieur d'une modernité absolue, que je croise encore, et voilà, on voulait ressembler à Yves Turiès, on voulait ressembler à des gens comme ça. Et c'était merveilleux. Donc le jour de l'examen, oui, c'était compliqué, mais on pensait tellement à des gens comme Turiès ou de Gabriel c'est Gabriel Paillasson qui était aussi un monsieur très très fort en sucre, et on était nos modèles, quoi. Je veux dire. Non, moi j'ai un bon souvenir de cette époque. Ouais. Et puis j'avais le souvenir d'être un homme libre. Hein. Je prenais le train, je me déplaçais. Est-ce que l'enfant est déjà un peu derrière vous? Ah, l'enfant est complètement derrière moi. Oui. Difficile parce que j'ai pas l'impression d'avoir des souvenirs d'enfance. Je dois faire une erreur en pensant cela, mais j'ai pas de souvenir de collectionner telle ou telle chose. J'ai un peu de souvenir de collectionner des Linky Toys, choses comme ça, mais il n'y a pas eu le côté jeu. C'était tout de suite, c'est rentré tout de suite dans le sport. Donc, si on dépensait pour le sport, on dépensait pas pour des jeux qui finiraient dans un placard sans intérêt. Donc, on était quand même assez pratico-pratique. Donc, j'ai l'impression d'avoir traversé l'enfance de façon extrêmement rapide, et que l'adolescence a duré 2 ans. Parce qu'à 15 ans, je rentre dans le monde ouvrier, et je suis confronté au monde des adultes, et plus au monde des enfants. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on me dit chez les compagnons de devoir. Et surtout que l'étape suivante, puisqu'une fois que les compagnons, vous avez non pas fait le tour, mais vous avez fait votre formation, vous rentrez, et à ce moment-là, c'est l'armée. Oui, enfin comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on est en 78, donc il y a cette histoire du service militaire. Il y a quand même des trucs qui traînent dans mon esprit, parce que mon grand-père avait été soldat 2 fois. Mon oncle, qui s'est beaucoup occupé de moi aussi, avait été soldat en Indochine, en Algérie. Mon père avait été soldat aussi. Donc il y avait quand même ce marquage que l'homme de la famille a une espèce de devoir comme ça. Et puis même si à l'époque l'armée était extrêmement décriée, personne ne voulait faire son service militaire, moi c'était pas le problème. Le problème c'était la rémunération du service militaire à l'époque. Et puis d'être obligé de revenir dans le quartier dans lequel je voulais plus être. Donc je fais peut-être un moment de panique d'ailleurs, où je me suis dit non, il faut, si je fais l'armée, alors il faut le faire autrement. Et c'est pour ça que j'ai demandé un engagement dans l'armée de terre, et que c'est parti comme ça. Et puis il y avait tout de suite ce qui est venu à l'esprit, ça a pris 48 heures. Ce qui est venu à l'esprit, c'était le voyage. Et que surtout, surtout que l'armée m'enverrait loin. Et puis l'aventure. Je trouvais qu'il y avait un petit manque d'aventure, et dans mon apprentissage métier, il y avait peut-être pas l'héroïsme iconique que j'avais essayé de chercher entre 12 et 13 ans
dans des histoires de grands samouraïs ou de grands combattants. Donc je pense qu'il fallait un peu de piment à tout ça. Et puis une vie affective. La copine, elle est plus copine parce que je suis parti en apprentissage. Je me suis allé, puis qu'à un moment donné, je m'engage dans l'armée, donc elle se détourne un petit peu de notre relation. Donc voilà, à un moment donné, je me dis, barrons-nous, quoi. Je me barre. Et là, vous vous barrez, et puis voilà, quoi. Point barre. Ouais. Malgré tout, vous allez vivre une expérience évidemment marquante. Oui, à chaque fois, on s'attache à ces choses-là, mais oui, marquante parce que je sais même pas poser des mots dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une parenthèse. Et une parenthèse extrêmement riche, une parenthèse qui vous construit probablement durablement, une parenthèse qui vous fait voir aussi le vrai visage des gens qui sont autour de vous. Donc voilà, c'est une parenthèse certes un peu compliquée, qu'il faut mettre beaucoup de temps à digérer. Encore une fois, c'est qui vous attend quand vous rentrez. C'est surtout ça qui était important. Donc oui, c'était une parenthèse ni simple ni compliquée. J'avais l'impression d'être dans un espace-temps qui était... voilà, c'est de ça que je me rappelle. C'est d'être pris dans un espace-temps et que voilà, c'est un petit peu comme dans Back to Future, quoi. C'est de retour vers le futur. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, j'avais envie d'être là. Enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, on a 18 ans, on est immortel. Et ça peut évidemment, ça aurait pu se finir plus difficilement. Mais ce qui a été intéressant, c'était le retour. Parce que là, le retour, il y avait un vide. J'avais l'impression d'avoir coupé les ponts avec tout le monde et que je rentrais pour le coup vraiment seul, quoi. J'en parle souvent de cette arrivée à la gare d'Austerlitz. On n'est plus militaire, on n'est plus, on ne sait pas si on va redevenir civil et comment. C'est quoi le projet? Il n'y a pas de projet. Donc là, vous avez l'impression d'une boussole qui s'affole et qui cherche un cap. Et j'ai cette image en tête parce que c'est pour ça que j'utilise cette métaphore, parce qu'il y a une espèce de boussole comme ça qui tourne et dit, tu vas où? Tu fais quoi? Tu dors où? Tu manges quoi? T'as pas de fric? T'oses pas appeler tes parents? T'oses pas appeler les amis que tu pensais être des amis? Tout ça, c'est déconnecté et c'est déjà les années 80. Donc je vais passer complètement à côté de ces années 80. Alors, je sens que c'est quelque chose évidemment de délicat. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous vous retrouvez quand même au Liban, sur une terre de conflit. Vous êtes très jeune, vous le dites, il y a la loyauté, on apprend des choses, l'armée vous permet aussi de prendre des choses intéressantes, mais cette expérience-là, est-ce qu'on la digère vraiment un jour? Ou est-ce que vous cherchez malgré tout, consciemment ou non, à l'oublier? Alors consciemment à l'oublier, oui. Après que cette partie de votre vie vous construise, oui. Qu'elle vous fasse apprendre des choses en versus accéléré, oui. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre que le sens de l'honneur peut être quelque chose d'extrêmement fort, que le sens de la camaraderie peut être quelque chose d'extrêmement fort, que la parole donnée est quelque chose d'extrêmement fort, et puis vous allez utiliser tout ce que vous avez appris, au même titre que ce que j'ai appris chez les compagnons des devoirs, ou ce que j'apprends encore dans le sport, et notamment dans le judo, comment j'utilise toutes ces valeurs pour faire un chemin de vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, il y a des balises. La vie, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, hein. C'est entre l'ordre et le désordre. Donc, dans l'ordre, vous allez rapidement vous scléroser et pas faire grand-chose. Dans le désordre, ça va être assez rapidement une spirale infernale. Donc, pour marcher entre l'ordre et le désordre, il vous faut un cap, qu'on va appeler un projet. Donc, c'était de remettre tout de suite du projet dans ma vie et de dire, oui, il y a des balisages. Il y a eu le balisage de l'échec scolaire. Il y a eu le balisage extrêmement positif des compagnons de devoir. Il y a eu le balisage de l'armée, intéressant, et qui a été un balisage aussi assez fort. Et puis, à un moment donné, arrête de regarder derrière, quoi. Il y a rien derrière. Derrière, c'est passé, et on pourra plus rien refaire. Devant le futur, quand il sera, ce sera du présent. Donc, travaille sur le présent. Et comment vous expliquez que sur ce fil très ténu, sur cette ligne de crête, comment vous avez toujours fait pour
rester du bon côté? Est-ce que c'est votre capacité à puiser chez les autres les bonnes choses? Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, je pense qu'elle vient de mon enfance et de ma petite enfance, avec un grand-père qui ne cesse de répéter à qui veut l'entendre à la maison, et notamment à moi, que dans la vie, rien n'est vraiment grave. Seule la mort est irréversible. Donc, tant qu'on est vivant, même si on a mal, c'est qu'on est vivant, et si on est vivant, on avance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend, qui se diffuse, que ce soit de mon père, ma mère, mon grand-père, pardon. Voilà, on se plaint pas et on avance. Donc je vais garder ça un petit peu comme fil rouge en permanence. Et après, je vais remettre à chaque fois dans ma vie un cap. Le cap, il est assez bête. Je veux pas rester dans l'extraction sociale dans laquelle j'étais. Je veux essayer de m'épanouir socialement. Et donc voilà, dans ce cas-là, il faut arrêter de croire au gourou. Ça n'existe pas. Personne n'a une décision à votre place. Personne ne peut décider de ce que vous allez faire ou pas faire. Et que partant de là, vous ne choisissez pas les gourous qui peuvent vous priver de liberté. Soit parce que ce sont des gourous qui vous promettent des lendemains et des grands soirs que vous ne verrez jamais. Ce qui les intéresse, c'est que vous soyez une force votante et vous laissez dans votre extraction sociale, ou des gourous qui vont vous promettre des paradis merveilleux, chose auquel je ne crois pas, et qui, parce que vous allez suivre des raccourcis, et ça, je pense que je le dois à mon éducation de départ, de gens qui disent « ne fais pas tout de suite confiance à des gens qui ont des formules toutes faites ou à des vendeurs de rêves. Le rêve, c'est à toi de le construire. Et le rêve ne se réalisera que par l'effort et la persévérance. » Donc voilà, c'est des petites choses assez simples qui fonctionnent encore et qui fonctionneront encore après moi. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aujourd'hui. C'est-à-dire que personne n'a la solution à ta place. Donc c'est ton projet, c'est ta vie. Voilà, tu as un crédit de X années. Gâche rien parce que c'est une traînée de poudre. Et je pense que tous les balisages que j'ai pu avoir, toutes les erreurs que j'ai pu faire, moi je me souviens d'un professeur au Japon qui me disait « Je vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'erreurs ». Parce qu'il considérait que l'erreur est une opportunité incroyable pour faire des cahiers d'essais et de trouver des projets intéressants. Donc je crois très honnêtement à cela, et c'est comme ça qu'on bascule pas dans le désordre. Les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien que quand ils basculent dans le désordre, ça va mal finir. Moi, quand je vois des gamins aujourd'hui en grande difficulté, qui ont cru à des choses merveilleuses, qui ont cru uniquement au pouvoir de l'argent à tout prix, je leur dis, vous allez dans le mur, ça va être douloureux, ça va être mal, et en plus, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, arrêtez d'idéaliser des choses. Il faut un projet, et le projet, ça ne peut pas être de l'argent. Vous évoquiez tout à l'heure ce retour en France, où là, effectivement, vous essayez de retomber sur vos pattes, vous enchaînez un certain nombre de petits boulots, sans être péjoratif, vous êtes vigile, transporteur de fonds, manutentionnaire, et puis vous arrivez quand même à retrouver, fort heureusement, le chemin des cuisines. Alors bizarrement, oui, parce que effectivement, le premier réflexe, ça va être de rappeler un copain de l'armée et de lui dire, voilà, je cherche un boulot. Il travaillait lui-même dans la sécurité, et très rapidement, il m'a intégré en 48 heures dans une société de sécurité qui travaillait en France et à l'international, qui avait des missions extrêmement ponctuelles, plutôt bien rémunérées d'ailleurs. Et dans cette rémunération, ça m'a permis d'abord, de me poser, de me loger, et d'entrevoir l'idée de reprendre des études. C'est intéressant parce que j'avais envie de faire une famille aussi. Donc j'avais envie d'avoir des enfants, de faire une famille modèle. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. C'était vraiment un projet, au-delà du projet métier, j'avais envie d'un projet famille. Mais vraiment, vraiment, j'avais tellement vu de trucs déconstruits que j'avais envie de construire quelque chose de fort. Et je vais construire une famille et je vais construire l'idée de reprendre mes études. Donc ça veut dire que c'est pas très glorieux, hein. C'est 24 ans le brevet des collèges et puis 25 tenter le baccalauréat au lycée Hélène Boucher à Paris, et les cours du soir étaient rue des Pyrénées. Donc voilà, on est une petite communauté d'hommes et de femmes qui ont des projets. Certains veulent devenir chauffeurs de bus, d'autres veulent devenir acteurs, d'autres veulent devenir policiers. Et tout le monde a besoin de passer des concours, donc on s'entraîne comme des monstres et on obtient ces fameux sésames des diplômes français.
Et alors, ça me donne beaucoup d'assurance. Ça me fait découvrir des écrits et des disciplines qui m'intéressent. La philo m'intéresse. Donc voilà, je vais beaucoup travailler là-dessus. Et puis de me dire, la France n'a rien pour moi. La France me cantonnera toujours dans mon extraction sociale, dans mon échec scolaire, finalement. Et je pense que ce pays, il n'a pas de projet. Et je vais trouver l'opportunité, dans un journal qui s'appelait Migration, d'écrire, d'envoyer des timbres. Je me souviens, on envoyait des timbres et on nous répondait, on envoyait un journal et on cochait les demandes d'emploi, les offres d'emploi, qui étaient proposées. Et je voulais un truc très loin. À l'époque, il n'y avait pas Google Maps, donc je prends une map monde et je dis tiens, l'Australie, c'est loin. Donc voilà, il y avait 2 postes en Australie, notamment au Regency Hotel de Sydney, et ils cherchaient un boulanger-pâtissier. Donc voilà, je pouvais faire illusion en tant que boulanger-pâtissier, même si j'avais un peu décroché du métier. Et me voilà parti avec un livre de pâtisserie, un livre de cuisine, et une valise. Et me voilà parti à Sydney en disant à mon épouse, à l'époque, je vais réussir là-bas et tu me rejoins. Enfin, l'émigré traditionnel, hein. Quand j'entends des fois des choses sur l'immigration, oui, on est un jour, quand on est immigré, on vit à peu près la même chose. Et donc j'arrive dans une Salvation Army à Sydney, je gagne pas suffisamment ma vie, donc on me dit comme t'es français, tu pourrais peut-être faire des extras ou travailler un peu plus au service des banquets de l'hôtel. Et là, effectivement, j'ai fait illusion en laissant croire que je faisais bien la cuisine. On faisait des banquets de 500 à 1000 couverts, donc ça n'avait pas une grande importance. Et la nuit, je faisais des pains de mie et des pains de mie et des pains de mie. Et puis, la cuisine m'a plu parce que c'était un rapprochement vis-à-vis des autres, parce que j'apprenais plein de choses, finalement, et que je trouvais ça intéressant que les gens m'aiment bien parce qu'ils pensaient que je faisais la cuisine bien. Donc, je vais rentrer en France par le plus grand des hasards, et je vais m'inscrire en candidat libre au CAP de cuisine dans une école de la Porte Saint-Ouen. Et il y avait plus beaucoup de budget pour la formation professionnelle à l'époque. Et là, il y a un chef qui me dit, ouais, le CAP, c'est bien, tu l'as, mais ce qui compte, c'est quand même de travailler avec des grands chefs connus. Et du coup, j'ai cherché tous les grands chefs connus possibles et inimaginables. Et celui dont on parlait le plus à l'époque, c'était Bernard Loiseau. Donc, je suis allé me présenter chez Bernard Loiseau, avec un monsieur qui s'appelait Georges Pralu, qui nous a quittés, hélas. Et le chef me dit, non, je recherche personne, mais si tu as fait tous ces kilomètres, tu déjeunes là. Et j'ai déjeuné chez Bernard Loiseau, je me rappelle encore du menu. Et je me suis dit, le chef Bernard avait un verbe, avait un texte, avait une passion qui transpirait de lui. Donc il m'a raconté son apprentissage, son parcours de chef et de chef d'entreprise. Et je me suis dit, ça, ce sera mon rôle modèle. Et le chef Bernard est venu mon rôle modèle et je suis rentré à Paris. Je me suis présenté dans 2 maisons, une qui s'appelle La Marée où on m'a dit non, vous n'avez pas assez de références. Et puis je me suis présenté chez Claude Deligne, restaurant Le Taïwan à Paris avec Monsieur Vrina. Et là, je dis au chef, il était 23h, c'est la fin du service. Est-ce que vous cherchez un commis? Il me dit oui, j'en ai un qui part ce soir. Vous arrivez d'où? Et j'ai dit de chez Bernard Loiseau. Et la stricte vérité. La stricte vérité, mais j'avais pas fait grand-chose chez Bernard Loiseau. Alors je fuyais les questions. C'est pour ça que je dis que je suis rentré dans la profession par effraction, parce que c'est un peu le réflexe du quartier, quoi. À un moment donné, si on te laisse pas la porte ouverte, tu rentres par la fenêtre. Système. Mais et là, je pense que je suis pas certain que Claude Deligne m'ait cru pendant très longtemps. Mais en tout cas, il voyait une telle détermination à essayer de recopier ce que je voyais, de noter ce que je voyais, d'essayer d'exister. Et bien après, il m'a permis d'aller travailler avec d'autres grands chefs. Et c'est Claude Deligne qui construit le départ de ma vie professionnelle à haut niveau. Alors là, on va dire que c'est lancé pour vous. Allons enfants traite essentiellement de l'enfance, donc on vient d'en parler assez longuement ensemble. On ne va pas retracer, parce qu'on n'aura déjà pas le temps, votre belle et riche carrière de chef cuisinier, du cheval blanc, la première étoile, la deuxième. Vous voyez tout ce que je veux dire. En revanche, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'aspect chef d'entreprise, puisqu'aujourd'hui, vous êtes plus qu'un chef cuisinier, et cette notion de transmission. Et dans les nombreux domaines que vous avez abordés, il y en a un qui m'intéresse plus particulièrement,
et on va écouter. Alors, j'ai rencontré Thierry Marx en 2011, de façon par le hasard, je dirais, mais dans un lieu qui nous est commun, c'est le 20e arrondissement de Paris. Nous sommes tous les deux des enfants de cet arrondissement, qui est un arrondissement populaire. Et moi, si je ne viens pas de l'univers de la cuisine, très vite, on s'est trouvé des points communs et on a eu envie de faire connaissance. Thierry m'a proposé un projet qui, à l'époque, donc en 2011, n'avait pas de nom, qui était un projet qui pouvait permettre à des personnes éloignées de l'emploi, quelles qu'en soient les raisons, de pouvoir se former tout à fait rapidement, gratuitement, que ce soit qualifiant et que ça débouche sur l'emploi dans l'univers de la cuisine. Donc on a monté une association à ce moment-là, la 1901, une association classique, et puis on a décidé de mener à bien ce projet dont nous pensions, j'imagine tous les deux à cette époque, que ça resterait un petit projet au niveau de cet arrondissement parisien. Alors c'est Véronique Carillon. D'abord, si cuisine, mode d'emploi, boulangerie, mode d'emploi, enfin toutes ces écoles d'inclusion professionnelle ont réussi, leur essaimage et puis aujourd'hui à se développer presque comme des entreprises aussi dans l'économie sociale, c'est parce que c'est des gens qui avaient un regard très éloigné de mon univers de chef et en même temps qui ont su mettre les mécanismes administratifs en place pour qu'on ait un partenariat public-privé qui fonctionne. Donc ça, Alors évidemment, quand on parle de formation professionnelle, on parle évidemment de jeunes gens, on parle de gens moins jeunes, et on parle des fois de vies qui ont été déconstruites très tôt. Donc, dans ces écoles, nous reposons le cadre. Je dirais c'est un cadre copartagé avec le candidat, en se disant voilà nos règles, la formation est gratuite, mais la gratuité sur cette planète n'existe pas. Chaque fois qu'on fait un acte, quel qu'il soit, il aura des conséquences économiques, environnementales ou autres. Et du coup, on se met d'accord sur une monnaie d'échange qui est rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est le projet. Aller de l'avant. Voilà, Shitsuke, des japonais, on va de l'avant. L'engagement est de lâcher la main du passé quand le passé était un peu compliqué. Lâcher la main du passé ne veut pas dire lâcher la main du patrimoine que nous avons, de nos origines ou de quoi que ce soit. C'est vraiment lâcher la main du passé quand le passé était un peu compliqué, et pendant 11 semaines, dire il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Donc ça s'appelle la régularité, la persévérance. Et on va construire comme ça des formations. Aujourd'hui, c'est un vrai succès parce que c'est 92% de retour à l'emploi, 7% de création d'entreprises, et ce sont des gens qui, à un moment donné, ont arrêté de croire qu'elles étaient assignées à un quartier, assignées à une origine sociale, ou assignées à ce que les autres auraient pensé qu'il était bon pour eux de faire. Donc cette notion de liberté et de mise à disposition de la liberté de chacun à pouvoir se former, donc de s'instruire et de devenir des hommes libres. Et c'est ce qu'on a copartagé avec Philippe et Véronique Carillon. Eux arrivaient plutôt d'un univers politique. Ils en avaient fait un peu le tour et se sont dit tout ce qu'on a dit donc peut-être dans le monde politique, eh bien mettons-le en pratique, et ils l'ont mis au service de Cuisine Mode d'Emploi, et on ne cesse de travailler ensemble et sur nos développements bien sûr. Et pour rappel, c'est 9 écoles désormais en France, 4 en Île-de-France et 5 en province. Elles répondent toutes aux critères des territoires des politiques de la ville, et c'est plus de 3000 participants. C'est une première chose parmi tant d'autres. J'ai profité de cet entretien avec Véronique Carillon pour lui demander comment on pouvait définir Thierry Marx. Écoutez sa réponse. Alors, définir Thierry Marx, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est un peu un ovni. C'est surtout quelqu'un d'hyperactif et qui est tourné vers les autres, qui a toujours envie de transmettre. Alors, Thierry, c'est quelqu'un qui a envie d'embarquer les autres dans dans un mouvement positif. C'est-à-dire, il part du principe que personne n'est voué à l'échec, et qu'à un moment donné, s'il y a une bonne rencontre, eh bien, tout est possible. Oui, c'est juste, mais ça nous ramène ce que dit Véronique, elle a raison. Oui, pourquoi je reste positif ? Parce que l'expérience de vie, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, me prouve que quand on est positif, d'abord on va être suivi par les autres, qu'une société qui va bien, c'est une société qui a des projets positifs, que des hommes qui vont bien sont des gens qui ont des projets positifs, quels qu'ils soient.
d'ailleurs. Et notre mission, finalement, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, elle est quand même d'essayer de faire les meilleurs voisins possibles. Sinon, le risque, c'est quand même de s'entretuer. J'ai interrogé une fois un grand chef d'entreprise, qui était Christophe de Margerie, et qui m'avait aidé dans le démarrage de ces écoles à comprendre les mécanismes et m'avait présenté un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous avaient aidés, y compris financièrement, à démarrer nos entreprises. Et hélas, quelques semaines avant sa mort, on a bavardé comme ça quelques minutes lors d'une soirée. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu nous as aidés dans cette démarche? Et il m'a dit, il faut le faire, c'est environnementalement responsable, sinon on va s'entretuer. Et vous voyez, après est arrivé des mouvements extrêmement durs en France sur le terrorisme, sur des incompréhensions de notre société. Et effectivement, il a raison. C'est-à-dire qu'une société qui n'a pas de projet positif, une société qui ne s'occupe pas de ses enfants, pour revenir au thème de vos actions, allons aux enfants, aujourd'hui est une priorité. C'est-à-dire que le consommateur de demain, l'homme politique de demain, le dirigeant de demain, le chercheur de demain, il est enfant aujourd'hui. Donc, il faut faire en sorte que plus aucun quartier ne soit soumis à l'idée que parce qu'on est de ce quartier ou parce qu'on est d'une extraction sociale différente, on serait voué à l'échec. Personne n'est né pour être voué à l'échec. Je ne connais pas un parent qui souhaite voir ses enfants dans l'échec, bien au contraire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible, et ça va être une de nos missions, d'ailleurs, dans l'économie sociale avec Véronique Carillon et Philippe Carillon, d'aller encore au plus près des gens plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez un bon élève ou un mauvais élève, en fonction du quartier dans lequel vous êtes, c'est un problème. Et un problème qui peut déraper sur plusieurs années. Donc ça veut dire que là, il faut encore entamer ces vigilances positives pour se dire, non, il n'y a personne n'est fait pour l'échec, et ça se construit dès l'enfance. Donc plutôt que de dire qu'il faut supprimer les allocations familiales à certains, au contraire, il faut renforcer l'allocation familiale, et en permettant que ces allocations familiales soient une aide à la parentalité. Donc si vous voulez aider dans Allons enfants, le message qu'on va faire passer, c'est de dire non, il faut aider dès la petite enfance, si besoin, il faut une aide à la parentalité, et puis d'accompagner très tôt l'enfant dans un épanouissement, que ce soit à l'école, à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, pour donner les mêmes chances à tout le monde. La pire des choses, c'est quand on commence à faire des passerelles pour des gens qui n'arriveraient pas, et on dirait pour se donner bonne conscience, on va faire des passerelles pour que les gens issus de tel quartier ou issus de la diversité auraient une accès. Non. Je pense que très tôt, dans l'enfance, l'enfant, on doit l'aider à se construire dans un cadre éducationnel épanouissant. Et immédiatement, il faut qu'un enfant sache pas comment aller à l'école. C'est pourquoi il va à l'école. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans vos propos, c'est l'importance du mot projet, puisque selon vous, c'est le projet qui justement permet, en tout cas évite qu'on ne choisisse pour vous. Complètement, je sais pas l'exprimer autrement. Je relisais il y a quelques jours Boris Cyrulnik qui dit la société a perdu le cap. Et c'est complètement vrai, quand on perd le cap, c'est qu'on a perdu le projet. Si vous demandez, des fois j'interroge ces jeunes gens qui sont des fois sous main de justice déjà, et je leur dis, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah vous faites quoi vous ? La cuisine. Ah je veux avoir un CAP de cuisinier. Je dis, mais vous ne m'intéressez pas. Un diplôme n'est pas un projet. Et je leur explique pourquoi vous voulez devenir cuisinier. J'aimerais bien être un chef connu, moi aussi j'aurai mon restaurant. Ça s'appelle un projet, et là je peux vous aider. Et n'oubliez pas que le diplôme est la conséquence d'un projet. Vous voyez, c'est d'aider très tôt les jeunes gens à avoir un cap, à la journée, à la semaine, au mois. C'est pas comment je vais à l'école, c'est pourquoi j'y vais. Et cette idée du projet, physiquement, vous pouvez la contrôler. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous demandez à quelqu'un de vous raconter son projet, bien souvent, il regarde ses pieds ou regarde le ciel. Donc, il n'y a pas de projet. Donc, il faut que les gens soient capables de raconter leurs ambitions. Parce que le problème, c'est qu'on a fait aussi une société où d'avoir de l'ambition faisait de vous un individu suspect. Donc, c'est pas bien. Donc, il faut dire non, pourquoi tu veux faire ça ? Pas comment tu veux le faire, pourquoi tu veux le faire. Donc, d'avoir cette notion très anglaise, très américaine, de dire non, fais un forecast, fais une prévision. Le prévision, tu veux être avocat ? Moi, je me souviens d'une jeune enfant, d'une jeune collégienne, je crois que c'était au 4000, qui me dit
moi, je veux passer mon bac parce que j'ai le droit. Je dis, j'entends, personne ne conteste le droit de passer son bac ou pas son bac. C'est pas le problème d'une République française de dire qui va passer le bac. Donc tu as le droit. Mais je dis, moi, le bac, je pourrais faire une mauvaise métaphore, mais c'est pour traverser quelque chose, un bac. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Ah ben, j'aimerais être avocate. Alors voilà, ça s'appelle un projet. Donc dans ce projet, dans ce forecast, donc dans cette prévision, il y a forcément des backcasts à mettre en place, des marches, l'escalier social à mettre en place. Donc, voilà, étape par étape. Et donc, ça aide les jeunes à se projeter. Le projet, le rêve. Ensuite, les étapes qui vont construire le rêve. Mais si à un moment donné, il n'y a pas ça, si c'est l'État me doit un diplôme ne veut pas dire employabilité. Donc, vous voyez, c'est cette notion du projet qui fait qu'à un moment donné, vous gardez la tête droite entre l'ordre et le désordre, parce que la société est faite d'ordre et de désordre depuis la nuit des temps. Donc, ce qui vous fera avancer sur une ligne droite, c'est quand même cette idée du projet et que vous avez la responsabilité de votre projet et que ça, vous ne pouvez pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Même si vous déléguez à un professeur pour qu'il vous donne des cours, même si vous déléguez à une institution pour qu'elle vous enseigne quelque chose, à un moment donné, c'est vous qui pilotez le projet et c'est vous qui avez le doigt sur on-off, j'arrête ou pas. Dans cette notion, justement, de transmission, vous êtes quelqu'un d'extrêmement impliqué, engagé. Sur quoi vous attendez, finalement, la génération qui arrive ? Quels sont, selon vous, les axes importants sur lesquels il faut travailler, avancer, solutionner ? La génération qui arrive, elle est bien meilleure que nous. On a toujours l'impression que nous, parce qu'on aurait un peu de bouteille, on aurait les clés. Qu'on aurait les clés du camion de l'épanouissement ou de la réussite. C'est complètement faux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette génération qui arrive aujourd'hui, même une génération qui me dit, moi, je veux pas avoir un rapport sacrificiel au travail. Moi, je peux l'entendre et ça me va très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette pyramide de Maslow qu'on me donnait à moi, on me disait, apprends tes bases, quand tu auras tes bases, tu fais ce qui est important de faire, ensuite ce qui est utile de faire, ensuite tu auras du plaisir de faire ce que tu fais, mais tu as 40 ans. Bah, les gamins disent, non, t'es gentil, la pyramide, je la prends, je l'inverse. Et si c'est fun, j'y vais. Et si c'est fun, je vais chercher la compétence dont j'ai besoin. Comme t'es gentil, mais moi aujourd'hui, je suis né avec une caméra dans les yeux. J'ai 2 cerveaux, toi t'en avais qu'un. Donc ça veut dire que quand je veux apprendre quelque chose, j'apprends plus vite que toi. Et c'est vrai. Aujourd'hui, un gamin, il apprend avec 2 cerveaux. Moi, si je passe mon temps à essayer de leur apprendre des recettes, ça n'a aucun sens. Par contre, si je leur apprends la cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Coupe juste, goût juste, gestion du plan de travail, la maîtrise du feu, donc la maîtrise de la cuisson et le temps pour le faire, ce qui fait d'eux des professionnels. Mais la recette, c'est chacun imprime une idée de la recette. Et en plus des recettes, ils en ont partout sur Internet, des tutos, ce qu'ils veulent. Donc ils apprennent beaucoup plus vite que nous avons. Est-ce que cet apprentissage est durable ou pas ? C'est à eux de le définir. Et de toute façon, comme le disait Bill Gates en 97, quand on met les ordinateurs en réseau, il dit de toute façon, les gens changeront de vie constamment, 10, 15 métiers à apprendre. Donc cette magie, je dirais, cet énorme hub que peut être la formation professionnelle doit être une connexion permanente, passer du métier de la boulangerie au métier de la cuisine, du métier de la cuisine au métier de l'alimentation programmée, spatiale, de la recherche, aller vers le monde du numérique. Tout ça, c'est comme ça que ça va être vécu. Donc j'ai pas d'inquiétude sur l'épanouissement de ces jeunes gens. Je pense que la seule chose que nous, les anciens, on peut leur apporter, c'est l'idée de la durabilité. C'est-à-dire que ça, c'est pour moi important, parce que le tout argent n'est pas une solution, d'arrêter avec ce discours du tout profit, et de se dire, eh bien, est-ce qu'on peut pas imaginer de la croissance en conscience ? Oui, faire plus de revenus pour mesurer dans nos entreprises l'impact social, l'impact environnemental. Et je trouve que aujourd'hui, les jeunes gens sont extrêmement réceptifs à ça. Et puis, ils sont moins clivants que nous. Ma génération, on considérait que ceux qui avaient appris pour faire, donc avaient été plutôt de bons élèves, pouvaient avoir une réussite sociale et un épanouissement social, et que ceux qui avaient plus de difficultés devaient aller vers des apprentissages, dans le faire pour apprendre, et que de toute façon, ce seraient des individus de seconde zone. C'est pas l'histoire. Or qu'aujourd'hui, cette mixité sociale, d'ailleurs on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion chez les jeunes gens,
s'inquiètent pas vraiment de la laïcité. Ils se disent, non, mais de toute façon, c'est acquis. Chacun a le droit de porter ce qu'il veut. Finalement, chacun est un et nous, ça nous pose pas de problème. Mais c'est à nous, adultes, que ça pose des problèmes. Donc, il faut avoir un regard assez bienveillant sur ces jeunes gens. Et quand ils dérapent, essayer de remettre un cap aussi pour eux ou de les aider à remettre un cap. Je reviens sur l'enfance dans certains quartiers. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Dans certains quartiers, votre enfance, et je parle de la petite enfance, que vous soyez bon élève ou mauvais élève, c'est un problème. Donc, il y a des gens qui, de toute façon, ont des projets pour vous. Si vous êtes bon élève, on va vous orienter très vite en disant c'est un élève qui pose pas de problème, mais de toute façon, sa structure familiale n'aura pas les moyens de l'accompagner très loin dans sa scolarité, donc autant le réorienter tout de suite. Et celui qui est en grande difficulté scolaire, n'a d'échappatoire bien souvent que des vendeurs de rêves négatifs qui vont l'entraîner vers le bas. Donc, c'est là où le régalien doit avoir un impact fort en disant non, on va reposer les règles de la République, dur avec les faits, bienveillant avec les gens. C'est ça. Le liberté, égalité, fraternité, c'est ça. Liberté, on a des codes et des lois qui la définissent. L'égalité, il y a des codes et des lois qui peuvent le définir. Mais on a oublié, on a quand même réussi en France, je lisais ça dans la presse il n'y a pas longtemps, on a réussi à fabriquer de l'égalité injuste. C'est fou. Alors, l'égalité, c'est bien jusqu'à un certain seuil, et puis d'autres n'ont pas l'équité. Donc, il faut renforcer ça. Et puis, la fraternité, c'est d'apprendre aussi à l'ensemble de cette population que la fraternité, c'est pas un élément de langage. La fraternité, c'est pas de porter l'autre. C'est d'aider l'autre à s'épanouir, de faire le meilleur voisin possible avec un projet. Donc, ça, très tôt, que nous, anciens, maintenant, on pourrait dire, écoutez, essayez de garder ça, ces valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Allez-y, renforcez-les encore. Mais ça doit se toucher du doigt. Ça doit être vérifiable parce que sinon, on risquerait d'aller dans une fracture. Jacques Chirac nous parlait déjà de fracture sociale. Aujourd'hui, on est au-delà de la fracture. On pourrait être presque à la limite de l'affrontement. Et par moments, on est à la limite de l'affrontement. C'est vous qui, justement, essayez de trouver ce chemin pour reconstruire une économie à impact social et environnemental. C'est presque une évidence. C'est-à-dire que, en plus, là, on a l'énorme gifle de la Covid. C'est-à-dire qu'on se dit, quand même, nos consommations, nos ultra-consommations nous ont amenés dans une espèce de délire, de déforestation, de ne pas mesurer l'impact environnemental, de ne pas mesurer l'impact social, et on devrait se plaindre de la Covid. Non, il y a un sujet, donc il faut arrêter. D'abord, la règle de cette Covid, ça a été de s'attaquer à tout le monde. On n'a pas vu de coffre-fort sur des corbillards. Donc, il faut se dire, oui, attention, vous pouvez être riche au Caïman, mais vous n'êtes pas forcément riche et vivant au Caïman. Donc, ça veut dire que il faut construire une économie. Pourquoi je crois à l'économie sociale et solidaire? Mais parce que l'économie devrait être sociale et solidaire. C'est-à-dire de construire un schéma de pensée qui dit, oui, on doit faire de la croissance, mais de la croissance en conscience. Donc, ça veut dire que chaque entreprise, chacun d'entre nous en tant que consommateur, devrait être capable de mesurer son impact social et son impact environnemental, et d'arrêter avec cette théorie du low cost. Le tout pas cher, en hyperconsommation, ça a déréglé la planète, ça a déréglé les humains. Tiens, c'est dommage, je suis malheureux parce que j'ai pas le dernier t-shirt à la mode, etc. Or qu'on ne sait plus fabriquer un t-shirt en France. Donc, le coût des choses, le coût du low cost, sur 40 ans, a détruit en grande partie une qualité de notre agriculture, a détruit la qualité de notre industrie et a détruit notre alimentation. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut réarmer. Donc, je crois effectivement à l'économie sociale et solidaire. Mine de rien, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB en France. On l'oublie. Donc, il n'y a pas de raison d'appeler ça économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire n'est pas une économie de cheveux gras et pâte au gaz, de gens qui ont fait mai 68 et qui diraient on doit rouler en char à bœuf et s'éclairer à la bougie. C'est pas du tout ça. C'est de regarder le monde de l'entreprise, le monde du revenu, le monde de la finance autrement. Aujourd'hui, si on continue à vouloir investir en faisant des paybacks à 3 ans, en disant bon, ça, j'ai gagné un max, je suis très riche tout seul, ça n'ira pas très loin. La Covid nous dit cela. D'abord, quand j'entends aujourd'hui 9,7 milliards d'individus en 2050, la Covid nous dit peut-être. Moi, je vous en prends 100 millions par an. Donc, il va peut-être falloir que vous arrêtiez de faire de la déforestation. Il va peut-être falloir que vous preniez en considération la planète, parce que la planète et la nature n'a pas besoin de vous. C'est tous ces schémas mentaux, finalement, qu'on doit se réapproprier. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens qui nous donnent des pistes depuis des années. Je pense à des gens vraiment formidables, des Gilles Boeuf,
des gens qui ont écrit vraiment et fait des choses et vérifié des choses aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut prendre ça en considération. Donc l'économie doit être sociale et solidaire. Parce que c'est comme ça, c'est de l'épanouissement. Et dans ces entreprises en économie sociale et solidaire, pourquoi les gens se sentent bien très souvent, c'est ils sont considérés, ce sont des militants actifs de l'entreprise et ils ont envie de porter le maillot. Ils ne sont pas un élément de régulation d'un EBITDA ou d'un business model. Personne ne tombe amoureux d'un PNL. Personne. Mais par contre, d'une société qui a un impact social, un impact environnemental, qui aide à la montée en compétences des personnes pour en faire une force de travail épanouie et qui va, elle aussi, faire en sorte qu'autour d'elle, elle va épanouir des choses. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie du sachet de thé. Vous diffusez, et vous retirez quand ça devient amer. Et c'est de prendre aussi les mécanismes du capitalisme. Le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Donc prenons ce qui est efficace, et puis remettons de la justice sociale et environnementale. Et je lis bien les deux, c'est-à-dire que pour moi, la justice sociale n'est pas une idéologie. Staline, pour moi, n'a pas un rôle modèle, Lénine non plus. Mais par contre, il y a certains mécanismes qui étaient intéressants, des mécanismes de partage, qui n'ont pas fonctionné d'ailleurs. Et puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le capitalisme. Le chacun pour soi, le plus riche de tous, ça ne fonctionne plus. Et donc, aujourd'hui, je pense que en hybridant un certain nombre de concepts, se dire, non, il y a une économie sociale et solidaire, mais finalement, l'économie devrait être sociale. Et donc, ça s'appelle la croissance en conscience. Et c'est tous ces mécanismes-là où on met tout le monde en responsabilité, y compris le consommateur. On est donc d'accord, Thierry Marx, que la génération qui vient a aussi pour mission de reproposer, de redéfinir une société qui a besoin de fonctionner autrement. Je pense que oui, mais elle nous prouve que quand on voit les manifestations sur le climat, même si elles sont pilotées des fois politiquement et injustement pilotées politiquement, elles sont ce qui les rend négatives. Je pense que ces jeunes gens aujourd'hui, il faut qu'ils laissent tomber définitivement le fantasme che guevaresque pour jouer aux grands héros des révolutions à venir, qu'on n'a jamais eu une révolution, faire ressortir quelque chose de bon, et de se dire, oui, on va prendre à bras-le-corps le climat, l'impact social, l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, vous avez un groupe comme SOS, avec Jean-Marc Borrello, qui aujourd'hui a des cadres dans ce groupe, qui est dans une économie sociale, avec des gens qui ont fait HEC, qui ont fait Sciences Po, et qui aujourd'hui actent vraiment des actions extrêmement pertinentes pour développer cette économie sociale. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et quand moi je milite pour que l'économie en France, que cette économie dite sociale, soit 30% du PIB. Quel avenir pour ce village qu'est la Terre? C'est votre expression. D'abord, c'est la Covid qui nous fait prendre conscience que la Terre est un village. Un type mange un pangolin et c'est la cata. Donc, et on va lui faire porter la responsabilité du pangolin. Je veux dire, c'est l'absurde, c'est l'absurdie totale. Je pense qu'on peut prendre comme date historique la Covid. On se dit, voilà, la Terre n'a pas besoin de nous. Elle a des milliards d'années de recherche et de développement que nous n'avons pas. Donc, à un moment donné, il va falloir considérer la Terre. Que la chimie a fait ses preuves, mais que maintenant, il faut aussi un peu arrêter avec la chimie lourde dans notre alimentation, etc. Donc, ça veut dire que cette date, ce gros village qu'est la Terre, nous impose une réflexion presque... À l'époque romaine, on disait « memento mori », souviens-toi que tu es immortel. On vient de se souvenir qu'on était mortel et que ça pouvait aller très vite et peu importe notre richesse, on pouvait très rapidement décimer l'espèce humaine avec un microvirus, or qu'on s'était cru immortel. Et on mesure que ce virus, et que ces virus, parce qu'on pourrait parler des virus antérieurs, on pourrait parler d'Ebola, alors on considérait bizarrement, nous, hommes du capitalisme, de se dire « Oh non, mais c'est pas grave quand c'est ailleurs ». Mais là, manque de peau, ça a touché le 6e arrondissement de Paris, ça a touché l'ensemble de la France. Certains sont allés se planquer à Saint-Tropez ou je ne sais pas trop où pour se dire « Non, mais ça ne me touchera pas là-bas ». Mais si, ça touche tout le monde et c'est très lourd. Donc ça veut dire que je pense que là, dans nos modèles économiques, dans nos modèles à impact social et impact environnemental, il y a une prise de conscience qui est forte et qui va être relayée par cette jeunesse qui, finalement, va peut-être trouver un véritable projet
après la Covid, et parce que dans l'alimentation, et je prends que le modèle de l'alimentation, il y a énormément de potentiel business liés à une alimentation de meilleure qualité, à des sols de meilleure qualité, à des logistiques de meilleure qualité pour mieux nous comporter, mieux nous nourrir sur cette planète et pour qu'on soit moins une espèce destructrice finalement qui s'autodétruit sur cette planète. Donc je pense qu'il y a des combats qui vont être extrêmement importants et que 9,7 milliards d'individus, la Covid nous dit peut-être. Donc là, maintenant, aujourd'hui, prenons conscience de notre impact social et environnemental en tant que simplement individu. Et ensuite, la masse fera le travail qu'il faut faire. Et je pense que c'est plus à des associations fortes, solides, sans idéologie politique, sans envie absolument d'être élu parce qu'on ne serait pas choisi. Eh bien là, il y a un potentiel fort. Donc moi, je pense plus à des associations qui vont mener des combats qui devraient être menés par le monde politique, mais le monde politique va arriver en deuxième rideau pour mettre les règles d'application. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment, dans cette période de transition, le monde politique va devenir un monde utile pour poser les règles, mais l'associatif, sans idéologie, va pouvoir poser des règles. Et d'arrêter d'opposer des contraires pour être élu. C'est-à-dire que dire qu'un riche serait un salaud et qu'un pauvre est un type bien, ça veut absolument plus rien dire dans nos débats d'idées aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le débat d'idées, c'est le climat, c'est les sols, c'est l'association et c'est de chercher des solutions, pas des coupables. Moi, je peux dénoncer Monsanto, je peux dénoncer n'importe qui, ça ne sert à rien, j'ai pas les moyens de le faire. Maintenant, je peux dénoncer Monsanto en leur disant « Maintenant, il faut que vous mettiez la main au portefeuille pour qu'on aille dans la recherche et le développement pour améliorer notre impact social et notre impact environnemental. » Et il y a déjà des agriculteurs qui l'ont fait, il y a déjà un monde agricole, et je pense notamment à Bleu Blanc Cœur, qui s'est déjà mobilisé dans ce sens-là. Mais c'est des business models sur 20 ans. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Alors, petits et grands, allons enfants. Petits et grands, allons enfants, et nous, les anciens, qui sommes dans la transmission, faisons un monde pour ces enfants qui vont être les décideurs de demain. Mais le monde qu'on doit leur faire, c'est un monde avec un cadre de valeurs dont on n'aura pas à rougir à l'aune de notre vie. Merci beaucoup, Thierry. Juste pour finir, la question un peu signature d'Allons enfants. Imaginons qu'il soit là, en face de vous, ce Thierry qui découvrait la vie dans les rues de Ménilmontant. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire au gamin que j'étais Bizarrement, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je crois que je lui dirais ne recule pas. Parce que le constat que j'ai pu faire où on me demande pourquoi chef d'entreprise alors que j'étais pas du tout prédestiné à ça, le seul constat que j'ai pu faire, je le dois à des gens qui m'ont aidé à comprendre ça, c'est d'avoir été une libellule un peu. C'est-à-dire que oui, extraction sociale modeste et par moments difficile, mais quand j'ai pensé quelque chose, j'ai pas reculé. J'ai fait un pas de côté, j'ai monté, je suis redescendu, j'ai changé d'axe cognitif pour essayer de mieux comprendre les choses, mais finalement, j'ai pas reculé. Et donc, ce qui fait que quand vous arrivez à 60 ans, vous vous dites, tiens, je l'avais pensé, ce truc-là, quand même. C'est normal que je sois là aujourd'hui. Et c'est un peu ça. Et je pense que il faut apprendre cette stratégie de la libellule qui fait que, oui, on peut changer, aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, monter, descendre, changer d'axe. Mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est, ouais, t'as raison, recule pas. Et je crois que c'est la meilleure mécanique. C'est pas parce que les autres décident à votre place que vous n'êtes pas un bon élève que vous pourriez dire, voilà, je suis voué à considérer que eux ont raison et moi j'ai tort. Un grand merci. Merci à vous. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.